C'est Cicéron même qui nous apprend que la prononciation des Romains de son temps était bien différente de la prononciation de leurs ancêtres. Elle était devenue chargée d'accent, d'aspiration et de port de voix imité de la prononciation des étrangers. Voilà ce que Cicéron appelle une nouvelle mode venue d'ailleurs. Jugeons, fait dire cet auteur à Crassus de l'ancienne prononciation par la manière dont quelques femmes prononcent encore aujourd'hui. Comme les femmes sont moins souvent dans le monde que les hommes, elles sont moins sujettes qu'eux à rien altérer dans la prononciation qu'elles ont apprise durant l'enfance. Lorsque j'entends parler ma belle-mère, Laëlia, continue Crassus, il me semble que j'entends réciter les pièces de Plante et de Noévus, car elle prononce uniquement sans emphase et sans affecter les accents et les inflexions de voix des langues étrangères. Ne suis-je pas bien fondé à croire que le père de Laëlia prononçait comme elle prononce? Assurément, lorsque j'entends parler ma belle-mère, ma chère Laëlia, les femmes, en effet, conservent plus facilement la pureté de l'ancien accent parce que, n'ayant pas à s'entretenir avec de nombreuses personnes, elles gardent toujours ce qu'elles ont d'abord appris. Donc, lorsque j'entends Laëlia, c'est Plaute, Plot ou Noévus que je crois entendre. Le son même de sa voix est si juste et si naturel qu'il semble ne présenter aucune trace d'affectation ou d'imitation. J'en conclus que telle devait être la prononciation de son père. Nous avons déjà cité ce passage pour montrer que la déclamation des pièces de théâtre n'était point un chant proprement dit, puisqu'elle était si semblable à celle des conversations ordinaires. Les nations peuvent changer de prononciation comme elles peuvent changer de langue. Sous le règne de Henri IV, le ton et l'accent des Gascons s'introduisaient à la cour de France. Mais la mode de prendre l'un et l'autre y finit avec le règne de ce prince qui aimait les Gascons et qui les avançait préférablement à ses autres sujets, parce qu'il était né et parce qu'il avait été élevé dans leur pays. Il est comme impossible que le geste des personnes qui parlent une langue dont la prononciation est devenue plus vive et plus accentuée ne devienne pas aussi, et plus vif et plus fréquent. Cela s'ensuit de l'organisation du corps humain, le geste croîtra en même temps que la rapidité de discours, dit Quintilien. En effet, cet auteur, après avoir loué les préceptes que Cicéron donne sur le geste de l'orateur, ajoute « Nous sommes accoutumés présentement à avoir un geste plus animé. Nous exigeons même de nos orateurs cette action plus agitée, pour ainsi dire. On admet une action oratoire un peu plus animée, on l'exige même. » Pline le Jeune, qui avait été disciple de Quintilien, écrit à un de ses amis qu'il a honte de lui raconter ce qu'avaient dit les orateurs qu'il venait d'entendre et de l'entretenir des diminutions efféminées de la voix dont leur déclamation était remplie. On est honteux de ce qu'on dit et de la manière hachée dont on prononce. Une déclamation où l'on veut mettre trop d'expression doit tomber dans les deux vices opposés. Quelquefois, elle doit être trop emportée et remplie de ports, de voix outrées. Quelquefois, la récitation doit être trop énervée. Aussi Pline reproche-t-il encore à la déclamation qu'il censure de dégénérer quelquefois en criaillerie. Il appelle clameur immodérée et inhabituelle. Cet auteur raconte encore que Domitius Affaire, orateur célèbre dans l'histoire romaine et qui pouvait avoir commencé de plaider environ 30 ans après la mort de Cicéron, appelait la nouvelle mode de déclamer la perte de l'éloquence. Notre art est perdu, disait-il, après avoir entendu plaider de jeunes gens, mais la critique d'Affaire était peut-être une censure outrée. Du moins est-il certain que cet orateur déclamait dans un goût entièrement opposé à celui qu'il reprend ici, et qu'il prononçait gravement et même avec beaucoup de lenteur, dit Pline, en parlant d'Affaires. Aussi mon intention n'est-elle pas, en rapportant tous ces passages, de prouver que les Romains aient eu tort de changer leur manière de déclamer, mais bien de montrer qu'ils la changèrent réellement et que ce fut du temps de Cicéron qu'ils commencèrent à la changer. Il est vrai, suivant les apparences, qu'on aura outré les choses parce que la modération est rare parmi les hommes, et parce que les compositeurs de déclamation, les joueurs d'instruments et les acteurs se seront piqués de renchérir les uns sur les autres en fait d'expression. C'est ce qui arrive toujours dans les nouveautés qui sont goûtées du public. Quelques artisans restent en deçà des bornes que la raison prescrit, d'autres les passent et donnent dans des excès outrés. La musique a eu en France depuis 80 ans une destinée approchante de celle que la déclamation eut à Rome du temps de Cicéron.
il y a 120 ans que les chants qui se composaient en France n'étaient généralement parlant qu'une suite de notes longues et ce que les musiciens appellent quelquefois du gros fa. Les mouvements de l'exécution étaient très longs. Les chantres et les joueurs d'instruments n'étaient point même capables d'exécuter une musique plus difficile. On ne songeait pas encore à en composer d'autres. Peut-être avait-on fait mieux dans les temps antérieurs, mais on était déchus. Ceux qui savent le mieux la musique et l'histoire de notre musique, que j'ai toujours consulté avant que de rien mettre sur le papier, m'ont assuré que l'état de notre musique était il y a 120 ans tel que je l'ai décrit. La nécessité n'avait pas même encore enseigné à la mesurer en l'écrivant. Le goût a bien changé depuis et la progression de nos chants est devenue si accélérée qu'ils sont quelquefois et sans agrément et sans expression. Ce changement a été l'occasion d'un changement encore plus grand survenu dans notre danse et principalement dans la danse du théâtre. Il y a 80 ans que le mouvement de tous les airs de ballet était un mouvement lent et leur chant, s'il est permis d'user de cette expression, marchait posément, même dans sa plus grande gaieté. On exécutait ces airs avec des luttes, des théorbes et des violons, et les pas et les figures de ballet composés sur les airs dont je parle étaient lents et simples. Les danseurs pouvaient garder toute la décence possible dans leur maintien en exécutant ces ballets dont la danse n'était presque pas différente de celle des bals ordinaires. Le petit Molière avait à peine montré par 2 ou 3 airs qu'il était possible de faire mieux quand Lully parut et quand il commença de composer pour les ballets de ces airs qu'on appelle des airs de vitesse. Comme les danseurs qui exécutaient les ballets composés sur ces airs étaient obligés à se mouvoir avec plus de vitesse et plus d'action que les danseurs ne l'avaient fait jusqu'alors, bien des personnes dirent qu'on corrompait le bon goût de la danse et qu'on allait en faire un baladinage. Les danseurs eux-mêmes n'entrèrent qu'avec peine dans l'esprit des nouveaux airs, et souvent il arriva que Lully fut obligé de composer lui-même les entrées qu'il voulait faire danser sur les airs dont je parle. Il fut obligé de composer lui-même les pas et les figures de l'entrée de La Chaconne de Cadmus, parce que Beauchamp, qui faisait alors ses ballets, n'entrait point à son gré dans le caractère de cet air de violon. Le succès des airs de vitesse donna l'idée à Lully d'en composer qui fussent à la fois et vite et caractérisés. On appelle communément des airs caractérisés ceux dont le chant et le rythme imitent le goût d'une musique particulière et qu'on imagine avoir été propre à certains peuples et même à de certains personnages fabuleux de l'Antiquité qui peut-être n'existèrent jamais. L'imagination se forme donc cette idée sur le chant et sur la musique convenable à certains personnages, suivant ce qu'on peut savoir du caractère de ces personnages, à qui le musicien prête des airs de son invention. C'est sur le rapport que des airs peuvent avoir avec cette idée, laquelle, bien qu'elle soit une idée vague, est néanmoins à peu près la même dans toutes les têtes que nous jugeons de la convenance de ces mêmes airs. Comme nous l'avons déjà dit, il est invraisemblable même pour cette musique imaginaire. Quoique nous n'ayons jamais entendu la musique de Pluton, nous ne laissons pas de trouver une espèce de vraisemblance dans les airs de violon sur lesquels Lully fait danser la suite du dieu des enfers dans le 4e acte de l'opéra d'Alceste. Parce que ces airs respirent un contentement tranquille et sérieux, et comme Lully le disait lui-même, une joie voilée. En effet, des airs caractérisés par rapport aux fantômes que notre imagination s'est formés sont susceptibles de toutes sortes d'expressions comme les autres airs. Ils expriment bien la même chose que les autres airs, mais c'est dans un goût particulier et conforme à la vraisemblance que nous avons imaginée. Comme les compositeurs de ballets dont Lully se servait ne se perfectionnent pas aussi vite que lui, il fut obligé souvent de composer encore lui-même le ballet des airs d'un caractère marqué. Lully, 6 mois avant que de mourir, fit lui-même le ballet de l'air sur lequel il voulait faire danser les cyclopes de la suite de Polyphème. Mais les danseurs se sont tellement perfectionnés dans la suite et qu'ils ont renchéri sur les musiciens auxquels ils ont suggéré quelquefois l'idée d'air de violon d'un caractère nouveau et propre à des ballets dont nos danseurs avaient imaginé l'idée. Cette émulation a donné lieu de mettre dans les ballets et dans les airs de violon une variété, une élégance qu'on n'y voyait pas autrefois.
y a 60 ans que les faunes, les bergers, les paysans, les cyclopes et les tritons dansaient presque uniformément. La danse est aujourd'hui divisée en plusieurs caractères. Si je ne me trompe pas, les gens du métier en comptent jusqu'à 16, et chacun de ces caractères a sur le théâtre des pas, des attitudes et des figures qui lui sont propres. Les femmes mêmes sont entrées peu à peu dans ces caractères. Elles les font sentir dans leur danse aussi bien que les hommes. Je ne dirais pas qu'on n'ait point quelquefois gâté notre musique et notre danse à force de les vouloir enrichir et de vouloir les rendre plus expressives. Mais c'est une destinée inévitable à tous les arts qui font un progrès considérable. Il se trouve toujours des artisans qui passent le but et qui défigurent leur ouvrage à force de vouloir le rendre élégant. Les personnes qui tiennent pour l'ancien goût allèguent ordinairement les excès, où tombent les artisans qui, outre ce qu'ils font lorsqu'ils veulent prouver que le goût nouveau est vicieux. Mais le public, qui sait discerner entre les défauts de l'art et les fautes de l'artisan, ne trouve pas que les aventures nouvelles soient de mauvaises choses, parce qu'on en abuse. Ainsi le public s'est bien accoutumé à la nouvelle danse de théâtre, qu'il trouverait fade aujourd'hui le goût de danse, lequel y régnait il y a 60 ans. Ceux qui ont vu notre danse théâtrale arriver par degrés à la perfection, où elle est parvenue, n'en sont pas si frappés, mais les étrangers qui ont été longtemps sans venir en France sont très surpris d'un progrès qui leur semble un progrès subi. Après cette digression qui paraît expliquer sensiblement un passage d'Horace, fort important mais entendu, revenons à la déclamation théâtrale des anciens. Ce que je vais dire sur la manière dont elle s'exécutait suffirait seul pour prouver tout ce que je puis avoir avancé. Les Romains partageaient souvent la déclamation théâtrale entre les deux acteurs, dont l'un prononçait tandis que l'autre faisait des gestes. La déclamation de plusieurs scènes et des pièces dramatiques était souvent partagée entre deux acteurs. L'un était chargé de prononcer et l'autre était chargé de faire les gestes. Or, comment aurait-il été possible que ces deux acteurs eussent toujours été d'accord entre eux et que l'un et l'autre fussent en cadence avec l'accompagnement, si la déclamation n'avait pas été concertée de manière que chacun sût précisément ce que son compagnon devait faire et dans quel espace de temps il exécuterait? Cela pouvait-il s'arranger sans qu'il y eût rien d'écrit? Entrons en preuve. Tite-Live, après avoir fait l'histoire des premières représentations théâtrales qu'on vit à Rome, après dit concernant les premiers progrès de ces représentations, ceux que nous avons rapportés dans la section précédente, raconte en continuant l'histoire de la scène romaine l'aventure qui donna l'idée de partager la déclamation, pour ainsi dire en deux tâches, et il dit même les raisons qui furent cause que cet usage s'établit comme l'usage le meilleur. Livius Andronicus, poète célèbre qui vivait à Rome environ 514 ans après sa fondation et environ 120 ans après qu'on y eut ouvert les théâtres, jouait lui-même dans une de ses pièces. C'était alors la coutume que les poètes dramatiques montassent eux-mêmes sur le théâtre pour y réciter dans leurs ouvrages. Le peuple qui se donnait la liberté qu'il prend encore en France et en Italie de faire répéter les endroits qui lui plaisent, le peuple, dis-je, à force de crier bis, le mot est latin, fit réciter si longtemps le pauvre Andronicus qu'il s'enroua. Hors d'état de déclamer davantage, il fit trouver bon au peuple qu'un esclave placé devant le joueur d'instruments récita les vers, et tandis que cet esclave récitait, Andronicus fit les mêmes gestes qu'il avait fait en récitant lui-même. On remarqua que son action était alors beaucoup plus animée parce qu'il employait toutes ses forces à faire les gestes, quand c'était un autre qui était chargé du soin et de la peine de prononcer. De là, continue Tite-Live, naquit l'usage de partager la déclamation entre deux acteurs et de réciter, pour ainsi dire, à la cadence du geste des comédiens. Et cet usage a si bien prévalu que les comédiens ne prononcent plus eux-mêmes que les vers des dialogues. Livius, acteur naturellement aussi de ses propres œuvres, ce que tous étaient à l'époque, après avoir demandé, comme les appels répétés du public lui avaient enroué la voix, la permission de placer devant le joueur de flûte un jeune garçon chargé du chant. Joua, dit-on, les parties chantées avec beaucoup plus de force dans le geste parce que l'usage de la voix ne lui était plus une entrave. Ainsi, les histrions commencèrent-ils à avoir à leur disposition
un chanteur et réserveraient-ils leur voix pour les dialogues? Je crois qu'il serait inutile d'exposer de quel poids est ici l'autorité du titre-livre et de faire voir que tous les raisonnements possibles ne doivent pas balancer un moment sa déposition. Il n'y aura personne qui ne sente bien cette vérité. Le passage que je viens de citer n'a pas besoin d'autres commentaires que d'une explication authentique des mots cantique et dialogue. Nous la trouvons dans Diomède. Cet ancien grammairien, après avoir dit que les pièces de théâtre étaient composées de chœurs, de dialogues et de monologues, ajoute « Les dialogues sont les endroits d'une pièce où plusieurs personnes conversent ensemble. Les cantiques ou monologues sont les endroits d'une pièce dans lesquels un acteur parle, étant seul ou dans lesquels, supposez qu'il y a un second acteur sur la scène, le second personnage ne dialogue point avec le premier. Et cela de manière que si ce second personnage dit quelque chose, il ne le dise qu'en forme d'aparté, c'est-à-dire sans adresser la parole au premier. Les comédies ont trois parties, le dialogue, la partie chantée et le chœur. Les dialogues sont les endroits des comédies où se trouvent les rôles de personnages opposés. Dans les parties chantées, il doit y avoir un seul acteur, ou bien s'ils sont deux, ils doivent se trouver de manière que l'un écoute dans l'ombre et parle, mais avec lui-même, s'il est nécessaire qu'il prenne la parole. On fera réflexion que ces endroits d'une pièce dramatique que les anciens appelaient des cantiques sont ordinairement les endroits les plus passionnés. Parce que l'acteur qui se croit dans une entière liberté, y donne l'effort à ses sentiments les plus secrets et les plus impétueux qu'il contraint ou qu'il déguise dans les autres scènes. On peut se faire quelque idée de chant ou de la déclamation harmonieuse de ces cantiques par ce qu'en dit Quintilien, quoiqu'il n'en parle que par occasion. Cet auteur, en raisonnant sur un endroit de l'oraison de Cicéron pour Milon, qui devait devenir emphatique dans la prononciation, dit que cet endroit tenait du cantique. On sent bien, ajoute Quintilien, qu'il est impossible de le réciter sans renverser un peu la tête en arrière, comme l'on est porté à le faire par un instinct machinal, lorsqu'on veut prononcer quelque chose avec emphase. La voix a une issue plus aisée lorsqu'on tient la tête dans cette situation. Cependant, c'est encore plus à plein que coulent les invocations. Ô vous, clairières et collines alpines, et sur un ton voisin du chant est à peu près alangui, et peu à peu alangui. Quintilien dit encore, dans un autre endroit que nous avons déjà cité, car nous avons voulu prouver que la déclamation des anciens n'était pas un chant musical tel que les nôtres, qu'il faut bien qu'un enfant à qui l'on fait lire les poètes les lise autrement, qu'il ne lirait de la prose, mais qu'il ne faut pas qu'il laisse échapper sa voix comme s'il récitait un cantique sur le théâtre, que la lecture soit faite d'un ton mâle et grave avec quelque douceur et non comme celle d'un texte en prose, parce que c'est un chant et que les poètes attestent qu'ils chantent, qu'elle ne dégénère pas cependant en musique.